Amis chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Sport Week. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans notre plateau M. Pape Malick Dieye. Pape Malick Dieye, bonsoir. Bonsoir, Pape. Pape Malick Dieye est sportif et manager sportif diplômé en management du sport FIFA CIS. Il est également le chargé de la communication de Niary Tally. Au sommaire, nous allons parler de football avec l'inauguration de l'Institut Jambar par le président de la République, M. Macky Sall, et qui coïncide avec les 10 ans de l'Institut. Ainsi, le sélectionneur national Alain Jurès a dévoilé la liste des 23 joueurs qui vont affronter la Côte d'Ivoire le 16 novembre 2013 à Casablanca. Nous parlerons aussi de transfert des joueurs de la Ligue professionnelle 1 avec notre invité du jour, Pape Malick Dieye. Enfin, nous allons vous proposer le portrait de El Kébir Pen, qui est l'international sénégalais qui joue à Rennes. Nous allons parler de football avec l'inauguration de l'Institut Jambar présidé par le président de la République, M. Macky Sall. Jambar a fait sa naissance en 2003 à l'initiative de Jimmy Adjovis Boko, Bernard Lama, Patrick Vieira et Saër Seck. 10 ans déjà, Jambar a su créer un modèle sport-éducation. Des dispositifs socio-éducatifs dont le stand-up à destination des jeunes issus des quartiers défavorisés, une éducation générale solide. C'est une erreur monumentale de penser qu'on peut former des joueurs de football de très haut niveau si on ne forme pas les hommes, si on ne leur donne pas les armes pour pouvoir réussir non seulement en tant que footballeur, mais réussir en tant qu'homme. Il faut pas se mentir, on sait que pas plus de 10% de nos joueurs deviendront footballeurs professionnels, donc les 90% qui ne le deviendront pas, il faut qu'ils soient capables aussi de réussir leur vie, et même sur le terrain, il est beaucoup plus facile de réussir une carrière quand on a ces outils. Le football devient un sport complexe. Les médias qu'il faut gérer, les agents, les contrats à signer, l'argent qu'on gagne, et tout ça sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir réussir une carrière de footballeur professionnel de haut niveau. C'est d'abord un sentiment de fierté, parce que quand on voit ce qui a été accompli en 10 ans, ici à Jambars, mais autour de Jambars aussi, quand on regarde ce qui se passe autour, on voit qu'on a ouvert une nouvelle voie et on est très fiers de ça. Donc, premièrement, c'est le premier sentiment. Deuxième sentiment, c'est de se dire qu'il ne faut pas que ça s'arrête là, qu'il faut qu'on soit là dans 10 ans encore et qu'on revienne dans 10 ans fêter les 20 ans cette fois-ci, et en ayant vu une évolution, en ayant vu des jeunes qui seraient passés par chez nous être embauchés là, travailler là, et qu'en fait ils prennent la suite. L'idéal, c'est que dans 10 ans, effectivement, qu'on ait des plus jeunes qui prennent la suite et que là, on puisse se reposer. Mais on a un très grand sentiment de fierté, tout en restant humble. Parce que la vie, c'est comme ça, quoi. Aujourd'hui, vous êtes là-haut, demain, vous êtes en bas. Et il faut garder l'humilité. Mais je pense que là, on a créé un bel outil de développement pour Jambars, mais aussi pour le Sénégal. Et je suis bien placé aujourd'hui, moi qui vis en Guyane, qui vis en Amérique du Sud, pour savoir qu'il n'y a pas beaucoup de structures comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, Jambars peut s'exporter, peut aller vers l'extérieur. C'est un modèle qui fonctionne, qui marche, et on doit pouvoir le reproduire ailleurs. Vivre sa passion, étudier, devenir un bon citoyen, c'est ce que Jambar offre à des centaines d'enfants sénégalais, et quelle que soit leur ethnie, leurs conditions sociales, entre autres. Depuis 2006, 67 jeunes ont le brevet et 30 pensionnaires ont eu le bac. On démontre aujourd'hui qu'avec ce résultat, que lorsqu'on travaille avec sérieux, avec professionnalisme, avec rigueur, on est capable de grandes choses. Aujourd'hui, l'Institut Jambar est une référence pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. Et j'espère que beaucoup d'autres structures comme celle-là verront le jour, de manière à ce que le football sénégalais, mais aussi le football africain, puisse se développer et prendre la place qu'il mérite au sein du football mondial. Mais on a des résultats au niveau scolaire, au niveau sportif. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une satisfaction qui ne doit pas être une fin. Il y a encore d'autres trophées à gagner, il y a encore d'autres diplômes à avoir.
Moi, ce que j'aimerais voir ici, c'est dans 10 ans, des jeunes qui soient passés par ici et qui soient devenus médecins, qui soient devenus kinés, qui soient devenus avocats et que ce soit eux qui s'occupent de Jambars. Des footballeurs, il y en aura toujours, c'est pas trop un problème. On en trouvera toujours, mais des médecins, des avocats, des instituteurs, des professeurs de langue, voilà, j'espère qu'on on aura créé des vocations. Et que demain, on aura ce retour-là. Moi, c'est ce que je veux voir. Le football, je sais qu'il sera toujours là. De toute façon, on gagnera d'autres titres. On descendra, s'il le faut, en D2. Enfin, il y aura une vie sportive qui se fera, de toutes les façons. Ce qui est plus important, c'est ce qui se passe à côté. Et que, comme je le disais tout à l'heure, que les jeunes qui sont passés par ici, qu'à un moment donné, ils reprennent la main. Parce que c'est pour eux qu'on a fait ça, en fait. C'est pas pour nous, de toute façon. Et que eux, après, derrière, deviennent... je dirais les patrons ici et qui gèrent l'académie. Ce serait idéal. Aujourd'hui, Jambar a du talent à revendre. Idrissa Gana Gueye, Lille, Pape Ndiaye Souaré, Sochaux, Serigne Modou Kara Mbodj, Gent, Belgique, Vieya Assané, Norvège, Karim Kamara, Molde, Norvège, Mour Samb, Lille, en France. CRSEC s'est réjoui de la présence du président de la République Macky Sall à l'inauguration de l'Institut Jambar. Messieurs les ministres, messieurs les autorités locales, coutumières et religieuses, honorables invités, chers amis sportifs. Monsieur le Président de la République, à l'entame de mon propos, les mots me manquent pour vous dire à quel point mes amis cofondateurs de l'Institut Jambar et moi sommes sensibles à l'honneur que vous nous faites en acceptant de rehausser par votre présence aujourd'hui à Saly la célébration du 10e anniversaire de notre Institut de formation, sport, études. En dépit de la lourdeur de votre charge et des importantes contraintes de votre calendrier, vous avez accepté de bon cœur, en toute simplicité, de présider l'inauguration d'une œuvre initiée par des citoyens sénégalais au profit de la jeunesse de notre pays. En outre, votre présence à Saly, en ce jour symbolique, constitue un formidable encouragement et le gage que nous, les promoteurs de l'Institut Jambar, ne manquerons pas de faire tout ce qui est en nos possibilités et pouvoirs pour à la fois pérenniser et développer les infrastructures, locaux et équipements que nous venons de vous présenter. Monsieur le Président de la République, l'histoire de Jambar, c'est la rencontre entre plusieurs volontés. La volonté de rendre au football ce qu'il nous a donné. La volonté de nous demander ce que nous pouvons faire pour notre pays et non ce que notre pays peut ou doit faire pour nous.
la volonté de contribuer à doter petit à petit notre pays d'une base de footballeurs bien éduqués et bien formés pour aller de manière progressive sur le moyen terme, voire le long terme, vers des performances de haut niveau, susceptibles d'installer le Sénégal, notre pays, parmi les nations qui comptent dans le domaine du football. Et enfin, la volonté de contribuer au développement de notre pays par l'éducation et la formation de nos enfants. Pour ce faire, nous nous sommes fixés, comme le disait tout de suite le jeune Babacar Gadiaga, de former des champions, certes, mais surtout des hommes, et d'utiliser comme méthode le football passion comme un moteur de l'éducation. Mais l'histoire de Diambar, Monsieur le Président de la République, c'est aussi et également celle de la rencontre entre des hommes. Alun Ndiaye, Djeloul Abchi et Patrick Wateblé. Compagnons des premières heures et contributeurs infatigables qui mettent gracieusement leurs ressources, mais surtout leurs compétences à la disposition de Diambar chaque fois que de besoin. Les pensionnaires sont totalement et gratuitement pris en charge pour ce qui concerne leur hébergement, leur nourriture, leur habillement, leur scolarité, leur entraînement, leurs soins médicaux, leur transport et leur assurance. À ce jour, aucun parent, et je les prends à témoin parce qu'ils sont parmi nous, n'a eu à dépenser un seul pour le séjour de son enfant à Diambar, et certains pour 10 ans. Après avoir hébergé nos 2 premières promotions, composées de 32 pensionnaires, entre 2003 et 2005, dans une auberge louée à Sali Niakhniakhal, pas loin d'ici, et une maison que nous avions transformée en école, nous avons posé la première pierre en 2003 sur ce terrain de 15 hectares, affecté en 2002 par l'État du Sénégal à travers. C'est dans ce cadre, totalement financé par nos soins, avec l'aide de nos partenaires et sponsors, sans un centime de crédit bancaire, que sont accueillis les jeunes pensionnaires sélectionnés sur l'ensemble du territoire national, de Saint-Louis à la région de Casamance. En effet, de nombreuses localités du pays comptent leurs fils parmi nos pensionnaires. Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Thiès, Mbour, Fatick, Khombol, Kaolack, Saint-Louis, Tivaouane, Diourbel, Tambacounda, Kolda, Vélingara et Ziguinchor. Enfin, depuis quelques années, certains pensionnaires nous viennent de la diaspora sénégalaise installée en Europe. Les critères de sélection pour l'accès à l'Institut sont simples, mais extrêmement rigides. Il faut avoir 13 ans au maximum, sans tricherie sur l'âge ni jugement supplétif. Passer avec succès les tests sous forme de matchs pendant lesquels les entraîneurs détectent les jeunes les plus talentueux. Il est totalement impossible d'être admis à l'Institut Diambar sans passer par les tests et sans les réussir. Ces critères simples, Monsieur le Président, permettent d'établir une équité totale entre tous les jeunes enfants de notre pays devant l'accès à la porte de l'Institut Diambar. Le fils de Saher Seck ou celui de Monsieur le Président Macky Sall ont les mêmes chances que le fils du pêcheur de Guet-Ndar, du paysan casamancé ou de quelque orphelin sénégalais que ce soit. Après leur sélection, l'Institut s'adapte à leur niveau scolaire réel, car l'école est absolument obligatoire dans les locaux de l'Institut. Du reste, 3 motifs d'exclusion sont prévus. La tricherie sur l'âge réel du candidat, premier critère.
motif d'exclusion, les actes d'indiscipline caractérisés et répétés, l'absence totale de volonté à l'école. Ici, aucun enfant ne peut être renvoyé pour insuffisance de performance sportive. Monsieur le Président, l'école a une place importante à Djambar. C'est ainsi que nous avons pu accompagner 76 de nos pensionnaires avec succès au brevet et 36 avec succès au baccalauréat. Sont en masters de gestion, quelques-uns en licence ici au Sénégal. Certains le sont aussi en France, où Djambar continue d'accompagner quelques bacheliers. Permettez-moi, ici et maintenant, d'évoquer avec une fierté non feinte le cas de notre pensionnaire Ali Suleiman Ly, recruté talibé dans les rues de Dakar, soigné de nombreuses pathologies pendant de nombreux mois, alphabétisé chez nous, puis scolarisé, qui a réussi au brevet BFM au premier tour et qui poursuit ses études à la charge de Djambar au lycée Jules Ferry à Arras en France, où actuellement en terminale, il est premier de sa classe et prépare le baccalauréat technique. C'est pour les raisons d'un stage en entreprise que Ali n'est pas aujourd'hui parmi nous. Ali se destine à une formation d'ingénieur en télécom après son baccalauréat. Le titre foncier de l'Institut, la fiscalité des clubs pro, la sollicitation d'enseignants ou encore la volonté de s'implanter dans le monde ont été entre autres les doléances du patron de l'Institut Djambar auprès du chef de l'État. Après, avec les résultats scolaires cités supra et la création d'un peu plus de 80 emplois, Djambar a pu mettre sur pied un club professionnel qui est devenu champion du Sénégal en 2013, après avoir été vice-champion en 2012, et ce, en 2 ans de séjour dans l'élite du football sénégalais. Une douzaine de pensionnaires, parmi lesquels les Idrissa Gana Gueye, Pape Ndiaye Souaré et autres Karamboj, ont signé des contrats professionnels en Europe entre 2008 et 2012. Pour sa part, le président de la République, M. Macky Sall, a salué le travail abattu par les initiateurs de l'Institut Djambar et invite en même temps Aspire à s'impliquer davantage au profit du football sénégalais. De former des champions et des citoyens exemplaires. Monsieur le président de l'Institut Djambar, je vous encourage donc à persévérer dans cette dynamique. En faisant l'option de prendre en charge les joueurs de football très jeunes, de leur inculquer les fondamentaux de la pratique sportive, de les placer dans un environnement favorable au perfectionnement sportif et à la pratique du sport de haut niveau, l'Institut Djambar s'est inscrit dans la voie de la formation de qualité et de la performance. Dès lors, les centres de formation doivent allier études, apprentissage et sport de haut niveau. C'est en cela que j'exhorte les dirigeants et autres managers sportifs à s'inspirer de l'expérience de l'Institut Djambar pour mieux participer au développement du sport et par conséquent à celui de notre cher Sénégal. Monsieur le Président de l'Institut Djambar, Mesdames et Messieurs, je profite également de ma présence à Saly pour lancer une invitation à l'Académie Aspire en tant que club pour une implication plus grande dans le mouvement sportif sénégalais et à ses compétitions nationales, ce qui contribuera sans doute au renforcement du niveau technique de notre football professionnel qui constitue pour mon gouvernement une préoccupation. Je le sais, Monsieur le Président, vous l'avez dit, nos clubs peinent à parachever leur professionnalisme, leur professionnalisation, faute
de moyens conséquents. Toutefois, avec les nouvelles dispositions prises par le gouvernement, notamment à travers la création du Fonds national de développement du sport, des débuts de solutions seront apportés. Aussi voudrais-je inviter les entreprises privées, les sociétés nationales et le patronat à accompagner le processus de professionnalisation de notre football dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Monsieur le Président, vous m'avez interpellé sur un certain nombre de sujets. Je voudrais vous donner l'assurance que je m'engage ici à vous apporter les solutions les meilleures par rapport à ces deux doléances. La première, qui est la plus simple et qui peut être satisfaite immédiatement, c'est de vous donner le nombre d'enseignants dont vous avez besoin en termes de professeurs pour alléger vos charges de personnel. L'État est disposé à le faire et l'État le fera. La deuxième également, je m'engage à étudier la meilleure façon de vous permettre de disposer d'un titre foncier. Par conséquent, vous ne faites pas de profit et cela devrait nécessiter une recherche de solutions appropriées tout en continuant à saluer le civisme fiscal, car un État ne peut vivre sans fiscalité. Mais trop d'impôts tue l'impôt et là, je m'engage à voir avec le gouvernement les meilleurs moyens pour répondre à votre satisfaction. Enfin, je ne saurais terminer ce propos sans réitérer donc mes félicitations à notre ami Saher Seck, président de l'Institut, et à ses associés et partenaires que je viens de citer pour la réussite de ce projet exemplaire. Saluer également la beauté de l'architecture des lieux et, bien entendu, une belle réalisation bénéfique pour le Sénégal, mais aussi pour le développement du football, tant au niveau national qu'au niveau international. En souhaitant un plein succès à l'Institut Jambar, je déclare inaugurer ce centre de formation sportive de l'Institut Jambar et je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, Malick Dieye, en tant que manager sportif, quelle lecture faites-vous sur les 10 ans de Jambar? Bon, d'abord, je remercie Pape pour l'invitation. Et c'est vraiment un honneur et avec un grand plaisir que je viens à Mourchid TV pour participer à votre émission Sport Week que nous suivons vraiment avec beaucoup de plaisir. Et comme vous le dites, les 10 ans de Jambar, c'est extraordinaire pour le football sénégalais. Et on a assisté à une inauguration de taille, mais aussi avec une vision un peu différente des choses. Vu que Jambar a vraiment fait ses preuves, mais avec l'implication d'autres personnes, même si, comme Saher le dit, c'est des Sénégalais adoptés, c'est bien, mais le travail qu'ils ont fait à magnifier, c'est très important vu qu'ils allient sport et études, et voire même des fois une réorganisation ou bien une réorientation des joueurs. Il y a des joueurs, par exemple, qui, je pense, après quelques années, ne parviennent pas à décoller dans les études, on les oriente dans d'autres secteurs. Et vu les résultats qu'ils ont fait depuis qu'ils sont dans la ligue professionnelle, c'est important de magnifier ce travail-là. Donc c'est un grand travail qui a été effectué par Saher et compagnie, et nous ne pouvons que les féliciter, les encourager et penser, par exemple, que les moyens seront là ultérieurement pour que d'autres Jambar puissent naître, même si ce n'est pas les mêmes personnes qui vont investir, mais que l'État puisse accompagner les clubs professionnels à faire d'autres Jambar. Sur le titre foncier de l'Institut Jambar et la fiscalité des clubs pro. Oui, vous savez, faire du sport avec les études,
C'est un moyen très important pour valoriser la qualité, pour valoriser la jeunesse d'aujourd'hui. Djambar a commencé par le faire. L'État les a octroyé un terrain et il demande maintenant que ce titre-là leur soit attribué, que ce soit un titre foncier, qu'il y ait une levée de fiscalité. Je peux dire que c'est ces choses qui doivent être non seulement pour Djambar, mais pour tous les clubs de ligue professionnelle. Parce que figurez-vous, les clubs de ligue professionnelle n'ont pas de terrain. Je vous donne l'exemple que je suis toujours, c'est là où je milite en tant que membre et dirigeant de NGB. Par exemple, chez nous, si vous venez, le problème du terrain, des infrastructures, depuis 1979, les gens s'entraînent sur le même terrain et que depuis des années, les gens se battent pour avoir ce terrain-là. Donc, si aujourd'hui, ça est allé jusqu'à demander titre foncier et levée de fiscalité, ça veut dire qu'il y a, non seulement on doit penser à lui, mais on doit aussi penser aux autres clubs professionnels qui, chaque jour, se mettent à louer des terrains, dépenser de l'argent, et que cet argent-là ne vienne d'autre part que du président, voire même de quelques mécènes, et ce qui est très rare. Mais ce serait une bonne chose de lever la fiscalité ou bien d'amoindrir le coût et essayer d'octroyer le maximum possible de terrain aux clubs professionnels si on veut faire d'autres Djambar. Voilà, le président de la République aussi a salué l'initiative de Djambar. Ces résultats, notamment Djambar a pu former en 10 ans des professionnels comme Idrissa Gana Gueye, Pape Ndiaye Souaré, Seydou Karambo, etc. Quelle est votre opinion par rapport aux résultats obtenus pendant 10 ans? Oui, vous savez, si le cadre y est, et que les moyens sont disponibles, vraiment le résultat est à saluer. Parce que le cadre y est déjà. Les moyens qui l'accompagnent sont déjà là. Vous avez entendu ça dire que dans leur première promotion, ils étaient, je pense, au nombre de 32. Ils étaient logés, nourris et tout. Donc, par leur propre fonds, c'est-à-dire vu qu'il y avait des sommités, quand Patrick Vieira, Bernard Lama, etc., viennent investir pour le développement du sport, du football pour les jeunes, c'est vraiment que c'est important de voir ces résultats-là. Donc, c'est comme je vous disais toujours, hein, si ces moyens-là, j'ai l'habitude de le dire, et mon président Sayar ne va pas penser que je l'attaque, mais non. C'est juste pour dire que si ces moyens-là, une autre personne, parce que s'il y a des gens qui viennent d'autre part, qui viennent pour investir, encadrer des Sénégalais, pourquoi pas l'État du Sénégal va mettre la main dans la poche pour accompagner ces clubs-là. Vous verrez que même si les résultats de Djambar pourront être améliorés, voire même triplés, etc., parce qu'il y aura d'autres Idrissa Gana Gueye, il y aura d'autres Ali comme le Talibé là, il y a d'autres clubs qui le font, sans pour autant qu'il y ait toute cette publicité-là. Mais toujours est-il que le résultat de Djambar est à saluer et toujours à apprécier. Il y a aussi, on a noté, le président de la République a aussi tendu la main à l'Académie Aspire de s'investir comme Djambar, de faire comme Djambar, pourquoi pas, d'intégrer dans le championnat national. Est-ce que cela est possible ou bien quelles sont les perspectives à mettre pour que cela puisse se réaliser? Bon, personnellement, moi je ne vois pas. Jusque-là, l'utilité de Djambar est visible, mais l'utilité de Aspire n'est pas visible. Moi, personnellement, quand on convoque un joueur d'Aspire en équipe nationale, moi, je suis contre. Même si c'est des Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas privilégier des structures qui travaillent pour d'autres pays que de laisser en rade les joueurs qui sont là dans les clubs professionnels. Mais si maintenant ils sont prêts à s'investir comme Djambar, à mettre les conditions pour que ces joueurs-là soient disponibles, même si des fois on voit leurs joueurs prêtés, etc. Mais vous savez, le sport est devenu, surtout le football, est devenu un grand business. Un grand business international où les gens mettent de l'argent. Les gens encadrent d'autres personnes pour faire la formation, pour militer, pour chercher la performance et investissent beaucoup d'argent. C'est des milliards. C'est maintenant un pilier de l'économie. Donc si c'est un pilier de l'économie, il faudrait que les pays
en profitent. Et pour cela, il faudrait que chaque investissement puisse avoir de retours. Et ces retours sur investissement-là, ça ne peut être que valoriser des joueurs, maintenant valoriser des talents pour qu'après demain, qu'ils puissent venir en retour investir dans le pays ou bien représenter dignement leur pays. Oui, représenter dignement leur pays, nous le souhaitons. Ainsi, c'est dans ce sens que nous abordons donc l'équipe nationale qui prépare les matchs de barrage contre la Côte d'Ivoire. Alain Giresse a publié la liste de 23 joueurs qui vont affronter la Côte d'Ivoire le 16 novembre. Nous allons voir l'élément avec Momar Cissé. Zarko Touré, Serigne Bodji, Minsane, Cher Benk, Pabdia Souare, Papa Gueye, Abdoulaye Sek, Salif Sané, Mohamed Diamé, Pat Diop, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Mambiram Diouf, Moussasso, Papis Dembastissé et Damendoy. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Alain Giresse, a publié mercredi une liste de 23 joueurs en perspective du match retour des barrages devant opposer les Lions aux éléphants de la Côte d'Ivoire. En effet, Zarko Touré, sociétaire du Havre en France, et Pape Diop, milieu de terrain de Levante en Espagne, effectuent le retour, ainsi que Mambiram Diouf. Pape Malik, comment le Sénégal doit aborder le match contre la Côte d'Ivoire? Le match contre la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas 1000 solutions? Il y a une seule solution, c'est la volonté et la détermination. Il ne s'agit pas d'être fort. Moi, lorsqu'on a publié la liste, je n'ai pas cherché à savoir qui était là-dedans, qui n'était pas là-dedans, qui est capitaine, qui n'était pas capitaine. Ça, c'est important pour ce match. Ce n'est pas important pour ce match-là. Ce qui est important, c'est la détermination, la volonté de tout un chacun. Savoir qu'il y a des Sénégalais qui sont là, qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, et qui, même ce jour-là, vont rester là, comme s'ils étaient au stade, qui vivent intensément ce match-là. C'est-à-dire que les joueurs sachent qu'il y a des Sénégalais qui sont là et qui attendent réellement cette victoire. Et pour cela, ce n'est rien d'autre que la volonté, la détermination, le dévouement. Comme je l'ai dit dans une autre télé, je ne parlerai pas de patriotisme. Ce n'est pas du patriotisme, c'est pas la patriotisme du tout. C'est juste une détermination de tout un chacun, que chacun sache qu'il représente le Sénégal. Et si ça doit marcher, ça marche pour le Sénégal. Mais que si ça doit aussi... ensuite, il ne faut pas que les gens oublient que c'est du sport. Hein. Le sport, il y a toujours un gagnant et un perdant. Si les gens, s'il arrive qu'on n'arrive pas à se qualifier à la Coupe du Monde, qu'on essaie de réorganiser et de recommencer. Parce que moi, comme je l'ai dit aussi tantôt dans d'autres télés, le problème, c'est la continuité. Au Sénégal, on n'assure pas la continuité. Rappelez-vous, par exemple, de l'équipe la finale de l'UEMOA, ici au Sénégal. Mais il y avait une très bonne équipe, avec les Asmanda aussi, les Aliou Cissé, les Yoro Lamine Ly, etc. Chaque fois qu'on convoque un joueur, après, il y a rupture. Même dans cette liste-là, il y en a. Il y a toujours des ruptures. Il faudrait une certaine continuité, que l'on ose prendre le temps de former. Et ensuite, maintenant, de valoriser le football local. Rien ne nous empêche de prendre 1 ou 2 jours dans le championnat local. Ça peut valoriser la chose. Ça permet aussi de booster les gens à travailler davantage. Oui, on attendait aussi l'arrivée de Dembaba. Dembaba qui vient juste donc de marquer en club. Il y a aussi Alain Giresse a zappé Ibrahima Baldé et Ibrahima Baldé qui vient de marquer. Donc, quelle approche donnez-vous par rapport à ces deux raménagements? Oui, vous savez, le cas de Dembaba, c'est un cas un peu compliqué, vu que c'est d'abord la liberté aux techniciens. C'est vrai que nous avons notre appréciation. Nous pouvons dire, espérer que tel joueur peut apporter plus sur sa position, mais c'est l'entraîneur qui décide. S'il voit qu'il n'a pas besoin de Dembaba, que Dembaba marque 2 buts ou 15 buts, ce n'est pas important. Il n'a pas besoin de lui, il n'a pas besoin de lui. Il convoque une autre personne. Mais au moins, que les gens qu'il convoque soient meilleurs que Dembaba. Et je pense que Dembaba pourrait avoir sa chance. On a eu à convoquer des joueurs qui ne jouaient pas. Je pense qu'il y a des cas qu'on peut citer, des joueurs qui ne jouaient pas et qu'on a donné leur chance. Je me rappelle, Amara a eu à convoquer Ngirandao, qui ne jouait pas, qui n'avait même pas de club. Mais en équipe nationale, je pense qu'il faisait partie des meilleurs. Donc, il y a beaucoup de cas qu'on peut citer comme ça. Donc, l'important, comme je l'ai dit tantôt,
c'est de convoquer des éléments qui vont apporter quelque chose. Si Giresse voit que c'est telle personne et telle personne qui vont réussir sa mission, mais Dieu merci, on espère avoir les résultats escomptés. Et quelles sont les chances du Sénégal pour remporter donc cette match? Ben, c'est le football, hein. Le football, comme l'a dit, comme je l'entends souvent dire les autres, nous, en tant que mathématiciens, on n'a pas le droit de juger et de calculer. En football, il n'y a pas de mathématiques. Donc, c'est dans le terrain que ça va se passer. Le résultat peut dépendre de plusieurs facteurs. Parce que, en tant que manager, je vois que si les conditions sont réunies et que les joueurs sont mis dans de très bonnes conditions et que le staff technique, l'encadrement, les supporters, tout le monde y est, peut-être ça peut permettre, ça peut valoriser les chances du Sénégal. Et vu qu'il y a cet enthousiasme-là autour de l'équipe nationale, on peut espérer se qualifier, renverser la tendance. Renverser la tendance et bonne chance à nos Lions. Maintenant, on va parler de transfert des joueurs de la Ligue professionnelle vu le démarrage de la saison 2013-2014. Monsieur Dieye, en tant que membre de TMMS, quelle lecture faites-vous de ces transferts des joueurs de la Ligue professionnelle? Papa, je pense que, comme vous l'avez déjà signalé, le transfert des joueurs est très compliqué. Au Sénégal, les gens ne respectent pas ça. Parce qu'on est en ligue professionnelle. Aujourd'hui, on assiste à des concurrences, à tout. C'est bon de vouloir faire un championnat professionnel, transférer des joueurs par-ci, par-là. Ok, on est d'accord. Mais il faut au moins prendre la latitude de respecter les règles. Parce que moi, je ne comprends pas voir un joueur qui n'a pas encore terminé son contrat d'un club pour aller vers un autre club sans pour autant qu'il y ait accord de transfert entre les deux clubs. Des fois, tu entends des joueurs signifier à leur entraîneur ou à leur président que je ne jouerai pas dans votre club, alors qu'il est toujours sous contrat. Ce qui est carrément impossible. Donc vous avez déjà signé un bail de 2 ans, 2-3 ans, tu signes un contrat de 1 an, tu veux quitter le club, alors que le club a déjà investi sur vous. Maintenant, dans ce cas-là, il doit y avoir des accords, des relations de partenariat entre les clubs. Que les clubs, maintenant, vous savez pas, le problème ne se trouve pas au niveau des joueurs. Le problème se trouve au niveau de l'information qui ne circule pas correctement de 1. De 2, les clubs doivent se doter de managers professionnels capables de diligenter la situation. De voir que, par exemple, il y a un joueur qui n'est pas performant ou bien d'autres clubs désirent ce jour-là. Alors, qu'est-ce que je vais en tirer? Comment je vais faire pour laisser partir ce jour-là? Qu'est-ce que je peux prendre en profit? Aujourd'hui, nous, à Niayes, on a laissé partir l'autre là. Comment il s'appelle encore? Alphonse. C'est parti à Djambar. Et pourtant, ça fait partie de nos éléments clés. Mais SR a voulu le prendre parce qu'il y a une raison. La raison, c'est qu'il veut préparer sa campagne africaine. Donc, on l'accompagne dans ce sens-là et il y a un accord entre les deux clubs. C'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, s'il y a des onglages, il y a des joueurs qui vont en hivernal avec d'autres clubs sans pour autant qu'il y ait accord, c'est toujours le retour après qui va intervenir. Et là, ce n'est pas intéressant. Vu que, par exemple, la FIFA a mis sur pied le TMS c'est le FIFA Matching System, c'est-à-dire le transfert, la régulation des transferts internationaux. Ça intéresse seulement les transferts internationaux. Mais les gens doivent s'y adapter pour faire les transferts nationaux. Parce que les transferts nationaux, il doit y avoir un contrat, un accord de principe entre les clubs, entre le joueur et le club où il va passer. Et lui, il va voir son club et essayer d'avoir une solution. Et maintenant, les deux clubs vont se retrouver. Au lieu d'aller par presse interposée, je ne joue plus ici, j'étais là, maintenant, etc. Non, là n'est pas la solution. Il faut d'abord tourner autour, avoir un compromis. Et là, c'est des gens civilisés, orientés, informés, qui peuvent le faire. Mais au moins, il devrait y avoir donc, une structure donc, qui devrait encadrer, donc, et organiser, essayer de sensibiliser aussi les clubs, c'est-à-dire d'organiser les transfuges des joueurs entre les clubs. Vous savez, c'est comme au début. Vous savez, avant la ligue professionnelle, il y avait l'amateurisme. Les gens, tu jouais 1 an dans ce club-là, c'est fini. Tu retournes, tu peux passer à un autre club. Les gens pensent que toujours nous sommes dans cette ère-là. Alors que cette ère-là, c'est fini. Tu as signé un contrat. Quand tu signes un contrat de travail,
Est-ce que Pambay aujourd'hui peut quitter Mourchid TV s'il a signé un contrat de 2 ans, quitter délibérément Mourchid TV pour aller dans une autre télé? Non. Il faudrait au préalable que vous en parlez à votre directeur, que vous l'expliquez, que vous avez une autre proposition, que vous voulez quitter, et vous allez rompre ce contrat-là à l'amiable. Maintenant, dans le cas du football, tel n'est pas le cas. Il y a des accords, il y a des intérêts. Les clubs défendent leurs intérêts. Tu ne peux pas prendre un jour, investir beaucoup d'argent sur ce jour-là, et maintenant, après, lorsque le joueur décide d'arrêter, il quitte comme ça le club et en retour, il n'y a rien. Il doit y avoir un système de régulation. Si les gens ne peuvent pas payer beaucoup d'argent, au moins qu'il doit y avoir un système de régulation qui dit que quand tu prends un joueur amateur vers un club professionnel, tu verses au club amateur tant. Quand tu prends échange entre clubs professionnels, le montant minimal c'est tant, le montant maximal c'est tant. Si le contrat reste 1 an, c'est comme ça l'accord. Si le contrat reste 2 ans, c'est comme ça l'accord. Qu'il y ait des règles établies, et maintenant il n'y aura plus de prendre le jour de l'autrui, l'amener en hivernal, et après hivernal, il retourne jouer dans son club. On a déjà vu ça. L'année dernière. Au niveau de NGB aussi, vous avez noté des arrivées. Oui, au niveau de NGB, on a noté des arrivées. Mais je vous signale aujourd'hui que NGB, actuellement, il n'y a pas de joueur. Il n'y a pas un joueur qui est à NGB et qui est sous contrat. S'il y a un joueur qui est sous contrat, ça veut dire qu'on est un pour parler avec le club intéressé. Et si le club décide de le retenir, on sera obligé de le laisser partir. Maintenant, aux joueurs d'aller voir leurs anciens dirigeants, de leur expliquer que nous voulons jouer à NGB, essayer de discuter avec les dirigeants de NGB pour trouver une solution pour notre transfert. Sinon, on essaie le maximum possible de nous réorganiser pour que ces pratiques un peu amateurs-là disparaissent dans notre club. Par rapport à cette réorganisation, où en êtes-vous avec donc, la part hivernale? Bon, pour la préparation hivernale, on était à Dakar, presque il y a 15 jours. Je pense qu'aujourd'hui même, les joueurs vont quitter Dakar pour aller sur Bourg, où on va faire encore une préparation de 15 jours. Comme je vous le disais tout de suite sur le cas des transferts, aujourd'hui nous allons passer une partie de notre temps à Djambar. On ne va pas loger là-bas, mais au moins on va utiliser les infrastructures de Djambar. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'accord de transfert qu'on a eu à négocier entre Djambar et Niaritali pour le transfert de Alphonse Ba. Donc c'est ce que je vous parlais, c'est-à-dire qu'il y a une organisation qui doit accompagner les clubs, qu'il y ait des gens capables de réfléchir et de regarder ce qui se fait dans les autres pays. Mais c'est simple, le football a déjà ses règles et ses bases dans tous les pays du monde. Maintenant, il faut juste copier ce qui se passe dans les autres pays, essayer de l'adapter selon nos moyens. Donc nous, à NGB, on essaie de nous organiser. On va partir en hiver à Mbour, en regroupement fermé, pendant 15 jours, avant de revenir sur Dakar pour continuer nos matchs amicaux, faire la présentation des joueurs, parce que chaque année, on fait une cérémonie de présentation des joueurs. J'en profite pour inviter tout le monde. Ce sera cette année, le 23. On va le faire à l'esplanade de Niaritali. On va présenter tous les joueurs de Niaritali. Jusque-là, vous n'avez pas encore vu dans un journal quelque part l'effectif de NGB. Même si les gens le disent, parce que nous ne voulons plus, comme je vous l'ai dit, faire ces pratiques-là qui ne sont pas du tout professionnelles. Organiser, restructurer et avoir un club organisé pour essayer de bâtir quelque chose, pour qu'au moins attirer les bailleurs, les sponsors et tout ça, venir vers les clubs. Ouais, venir vers les clubs donc, pour faire la promotion du professionnalisme, c'est vraiment quelque chose donc, à saluer. Donc, je vous rappelle que notre invité du jour, il s'agit de Pape Malik Dieye. Il est manager sportif, diplômé en management du sport FIFA CIS. Il est également le chargé de la communication donc, de NGB. À présent, nous allons parler de basketball avec le portrait de El Kébir Pen, international sénégalais, poste de meneur au sein de l'équipe nationale. Il a également participé à la Coupe du Monde 2006 au Japon. Nous allons vous proposer le portrait de El Kébir Pen. J'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans, en 1992.
Et avant, je jouais au foot, en fait. C'est au Sénégal, à 8 ans, on va dire qu'il est jeune, il est truc. Mais au Sénégal, dès l'âge de 3-4 ans, on commence à jouer dans la rue, mais tout ça. Et le jeu, j'ai commencé par le foot, comme tous les gamins sénégalais. Et après, j'ai intégré le basket. Mais le basket, c'était pas... On va dire, c'était pas pour jouer au basket, c'était plus pour des raisons économiques que j'ai joué au basket, parce qu'au foot, on jouait dehors et sur le sable. Et comme sur le sable, on arrivait à la maison, on se faisait engueuler je me faisais engueuler par ma mère, parce que j'avais des amis tout crades et tout, et que ma mère, ça lui plaisait pas trop. Et du coup, avec mon frère, mon grand frère, on s'est organisé pour faire le basket. Et il y avait l'utile à l'agréable, on se plaisait bien à faire du basket. Et quand on arrivait, on se faisait plus engueuler parce que les amis, c'était moins ça. Le parcours. J'ai eu un parcours maritime, en fait, on peut dire. Je peux l'expliquer comme ça, parce que il y a eu tellement des hauts et des bas, du coup, je peux le résumer comme ça, en partant du Sénégal, comme on en parlait tout à l'heure, mes débuts du basket, où j'ai commencé à jouer au basket avec un ballon de tennis, en fait, et c'est là où j'ai commencé à jouer au basket. Et après, c'était du Waraba basket, c'était du grand n'importe quoi, on courait dans tous les sens, il n'y avait pas de règles, c'était un peu plus playground qu'autre chose. Et après, rapidement, j'ai été assidu tout le temps, j'étais à la salle, bon, on peut pas dire à la salle, au playground, parce que là où j'habitais, il n'y avait pas de salle, c'était du goudron, comme on peut dire, et basket playground et tout ça. Et après, là-bas, j'ai été rapidement repéré par un entraîneur, un éducateur qui s'appelait Ibemar Ndiaye, qui est toujours au Sénégal, qui est le CTR de la région où je suis originaire, de la région de Thiès. Et de là-bas, bon, il m'a encadré, me mettre dans un truc un peu plus structuré à l'USRAI. C'est l'équipe de chemin de fer du Sénégal. Et de là-bas, bon, j'ai fait tout mon parcours de baby basket jusqu'à SCAD. Après, j'ai fait toutes les sélections sénégalaises. J'ai été sélectionné en petite catégorie, tous ces trucs du Sénégal avec l'équipe nationale jeune du Sénégal. Et après, j'ai été repéré à l'âge en cadet, j'ai joué avec l'équipe de l'USRAI. Et j'ai été le Lucas Fontaine de l'USRAI, quoi, on peut dire ça comme ça. Parce que Ibemar, il m'a fait un minime déjà. J'ai été surclassé à jouer avec les cadets et les juniors. Et après, quand je suis arrivé à cadet, et aussi il m'a fait un double surclassement, ce qui est rare au Sénégal, pour pouvoir jouer avec le championnat sénégalais. Et après là, j'ai fait mes preuves. À la fin de l'année, bon, les journaux là-bas ont parlé de la révélation du basket sénégalais et tout ça. Et après, il y avait plein d'équipes, parce que c'est comme en France, hein, les grosses équipes, ils essayent de dénicher les meilleurs joueurs. Et après, de là, je suis parti à Dakar, et après je suis arrivé à Gorée par l'intermédiaire de Henri, et c'est un gars qui m'a beaucoup aidé quand j'ai fait la transition de Thiès à Dakar, à l'US Gorée. En fait, c'est comme en France, on dirait un gars qui vient de Clermont ou de Rennes, qui débarque en provincial, comme on peut dire, qui débarque à Paris. Et c'était compliqué pour l'intégration et tout, et il m'a bien encadré et tout ça, et du coup ça m'a beaucoup aidé. Après à Gorée, c'est là où j'ai explosé. À la fin de l'année, je faisais partie de la révélation j'ai été la révélation du basket sénégalais, et de là on m'a sélectionné avec l'équipe du Sénégal en 2003.
Et après, en 2003, j'ai intégré l'équipe nationale du Sénégal. À partir de 2003, on peut dire ma vie a changé en fait. Parce que c'est là où j'ai eu des déclics en fait de ce que je peux faire. Je peux faire pour le basket. Je me suis rendu compte que je peux aller plus haut. Je me suis rendu compte que je peux jouer en pro parce qu'en 2003 j'ai fait une grosse saison au Sénégal et tout le monde en parlait et tout. Et pendant de 2003 à 2005, je faisais partie des meilleurs basketteurs sénégalais. Et dans le championnat du Sénégal. Et à partir de 2005, j'ai refait une autre Coupe d'Afrique. C'est de là où le coach de Clermont, Jérémy Toupane, qui m'avait contacté. Et il y avait Clermont, il y avait Dijon aussi. À l'époque, il y avait Jacques Monclar qui était le coach de Dijon. Bon, et comme je connaissais Toupane et que mon agent, il m'avait orienté plus vers Clermont que Dijon. Du coup, après... je suis allé à Clermont et à Clermont, c'était mon arrivée en France. C'était le 18 novembre. Imagine un Sénégalais qui débarque à Clermont-Ferrand en Auvergne le 18 novembre. T'imagines pas le froid et le changement qui peut y avoir et changement de climat parce que j'arrive, il faisait froid, changement de culture parce que c'est pas pareil, c'est pas du tout la même culture, la même vision des choses et tout ça et c'est vraiment compliqué et en plus de ça, à Clermont il nous arrivait, les entraînements c'était long et c'était dur. Il nous arrivait de faire une journée des entraînements, 4 heures d'entraînement d'affilée quoi. Et c'était vraiment dur quoi. Et bon après il faut s'accrocher et tous les jours j'appelais à ma mère, maman j'en ai marre et tout, mais comme je l'écoute beaucoup et elle compte beaucoup pour moi et j'avais besoin aussi d'aider aussi ma famille et d'aider mes parents. Du coup, là, je me suis dit, ouais, il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher. Et après, ça s'est bien passé. Et j'ai joué 2 ans là-bas. Après Clermont, à la fin de deuxième année, je suis retourné au Sénégal aussi. Et quand je suis retourné au Sénégal, je me suis fait mal à l'épaule. Et cette blessure à l'épaule, une grosse blessure qui m'a éloigné du terrain pendant 1 an. Après ça, à la fin de la saison à Clermont, parce que vu qu'on n'a pas fait les qualifications, les playoffs, j'ai fait aussi une pige à Vichy. Et cette pige aussi à Vichy, bon, j'ai fait un match avec Vichy. Et après, je suis retourné avec l'équipe du Sénégal. Et après là, je me suis blessé. Je suis resté 1 an sans jouer. Et après, à mon retour, bon, c'était assez compliqué. Je suis allé au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay, je suis allé, on était en N2. On est monté en N1. Et après le Puy, j'ai fait Feur. À Feur, on avait fini 3e. Après Feur, je suis allé à Prissé-Macon. On avait fini 4e du championnat. N2. Après, à Rennes. Bon, à Rennes, super saison. On est monté et on a fait la N2. En gros, pour résumer tout ça, en fait, je peux dire, ma saison française, j'ai fait... assez particulier parce que j'ai fait la Pro A, la Pro B, National 1, National 2. Bon, après, National 1, après, j'espère qu'on va refaire le même parcours Pro B, Pro A. Meilleur souvenir basket. Moi, j'aurais tendance à parler des championnats du monde en 2006, en fait. Et en 2006, avec l'équipe du Sénégal, on avait fait les championnats du monde. Et bon, après, à la fin des championnats du monde, j'ai été dans le top 10 des meilleurs shooters à 3 points. Et ça a été quelque chose de génial quand à la fin du truc, les gars ils venaient me féliciter parce que j'avais fait 11 sur 19 sur tout le tournoi.
Du coup, ça a été quelque chose de... Puis à ce niveau-là, avec tous les shooters qu'on connaît et les joueurs qu'on connaît qui avaient participé à ces championnats du monde, faire partie du top 10 des meilleurs shooters à 3 points, bon, ben, c'était ma meilleure souvenir. Mon joueur préféré, j'aurais tendance à parler de Navarro, en fait, et le joueur de Barcelone. J'ai eu la chance, j'ai un ami qui jouait là-bas, à Boniface Ndong, qui jouait là-bas pendant 3 ans. Et l'été dernier, il y a 2 ans, j'étais allé là-bas pendant une semaine chez Bonnuy et j'ai vu Navarro s'entraîner. Et je l'ai vu, j'y allais tous les jours, 2 fois par jour pour voir comment il travaillait. Et ce mec, il mérite du respect. Voilà, c'était le portrait de El Kébir Pen. Pape Malik, êtes-vous intéressé par le basket? Bien sûr. Non seulement je suis intéressé par le basket, mais vous m'avez fait une très grande surprise. Parce que le portrait là, c'est le portrait de mon frère, je peux dire. Parce que El Kébir, plus connu sous le nom de Mara, est un frère. On a eu à travailler ensemble, on a été promotionnaires jusqu'à la classe de terminale au lycée Malick Sy. Je connais tout son parcours de l'US Rail à l'US Corée. Quand il jouait avec Aline Gonignan, j'étais là au stade et j'étais stupéfait. Son frère, Pape Sangueoul, on est ensemble, on est toujours ensemble, on se voit, on se téléphone. Et je vois qu'il est toujours là et il fait ses preuves. Et pour moi, il n'y a pas encore un meilleur joueur que lui, un meilleur meneur que lui au Sénégal. Le Sénégal a besoin d'un meneur comme El Kébir, donc il a sa place à l'équipe nationale pour les Jeux donc, à venir. Voilà Malik, nous sommes au terme de notre émission. Quel est votre dernier mot par rapport à... D'abord, je remercie Pape, je vous remercie vraiment parce que c'est pas facile d'avoir une opportunité de venir parler à la télé, faire la promotion du sport parce que nous avons choisi de faire le métier de manager du sport afin de participer au développement du foot, du sport en général et du foot en particulier. Et nous suivons votre émission presque chaque week-end. C'est intéressant de voir ces émissions-là se développer pour valoriser le sport. Et nous exhortons aussi les dirigeants du football à s'adapter à ce qui se fait de mieux dans le monde, de voir ce qui se passe. Ce n'est pas du copiage, c'est juste de voir ce qui se fait de mieux dans le monde et de copier et de le matérialiser afin de développer le football. D'inviter surtout l'État du Sénégal à participer, à valoriser et à accompagner les clubs professionnels afin qu'on puisse faire un bon championnat professionnel de niveau extraordinaire afin que tous ces problèmes-là qu'on a avec l'équipe nationale ne vont plus s'opposer si l'État met la main dans le championnat professionnel en accompagnant les clubs dans leurs infrastructures, les joueurs, le paiement des salaires et tout ça. S'ils peuvent accompagner, ce sera mieux. Merci à vous aussi. On vous remercie de votre présence, d'être parmi aujourd'hui notre invité de Sport Week. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous sur un autre numéro de Sport Week sur Mourchid TV, la chaîne des valeurs.